Dans la nuit du 17 janvier 1991, à 2h51, un chasseur furtif F-117 Nighthawk de l'US Air Force largue la première bombe de la guerre du Golfe. Cette bombe à guidage laser frappe le centre de défense aérienne irakien de Noukaib et marque le début d'une nouvelle ère pour la guerre aérienne. Les avions furtifs représentent l'une des plus importantes réalisations militaires du XXe siècle. Ces appareils ont démontré leur capacité à attaquer sans être détectés. Ils ont ainsi révolutionné la guerre aérienne. L'idée de réduire la vulnérabilité des combattants est vieille comme le monde. La technologie permettant aux avions d'échapper au radar est en revanche beaucoup plus récente. Le fonctionnement du radar est basé sur l'émission d'un faisceau d'énergie électromagnétique. L'appareil conventionnel qui pénètre dans le champ de ce faisceau renvoie vers la source une partie de l'énergie émise. Plus il est réfléchissant, plus la part d'énergie réfléchie est importante, et plus la distance à laquelle il peut être détecté est élevée. Dès leur mise en service au début de la Seconde Guerre mondiale, les radars constituaient un système d'alerte performant détectant avec efficacité les raids aériens. Ils guidèrent ensuite directement l'artillerie antiaérienne et plus tard les missiles sol-air. Durant la guerre du Vietnam, des centaines d'appareils américains furent ainsi victimes des canons et des missiles à guidage radar. Créer un avion indétectable par les radars, voilà le problème sur lequel planchaient depuis fort longtemps les concepteurs du monde entier. Un tel appareil devait être capable de mener des attaques nocturnes en bénéficiant d'un total effet de surprise. Pendant de longues années, ce ne fut qu'un rêve. Aujourd'hui, le rêve est enfin devenu réalité. Le F-117 Nighthawk, le B-2 Spirit ou encore le YF-22 appartiennent à cette nouvelle génération d'avions de combat. Le premier appareil à posséder des caractéristiques furtives est l'étonnant avion espion SR-71 Blackbird. La détection d'un avion est déterminée par l'importance de sa signature radar, dépendant directement de sa silhouette. En évitant les angles, en particulier les angles droits, les concepteurs parviennent à minimiser la réflexion radar d'un appareil. Adopter des lignes fluides, dessiner un fuselage qui fait corps avec la voilure et créer des moteurs intégrés profondément dans la structure, voilà de bonnes options qui permettent de limiter la signature radar d'un avion. La défense du Blackbird n'est pas fondée sur ses caractéristiques furtives, mais sur son incroyable vitesse, près de 3500 km/h, et un plafond supérieur de plus de 24 000 mètres. Pendant plus de 25 ans, ses capacités lui permettent d'accomplir des missions de reconnaissance au-dessus des objectifs les plus sensibles, avec une impunité quasi totale.
La silhouette du Blackbird n'est pas réellement furtive. Elle permet néanmoins aux ingénieurs de mettre au point bon nombre des éléments à faible réflexion radar qu'on retrouve sur les avions furtifs d'aujourd'hui. L'autre composante des recherches concerne les matériaux qui absorbent les émissions radar, les RAM, Radar Absorbent Material. Contrairement aux métals polis ou peints qui réfléchissent énormément les ondes radar, ces matériaux absorbent l'énergie électromagnétique comme une éponge absorbe l'eau et la convertissent en chaleur. Une couche de surface associant éléments ferromagnétiques et résine absorbe les ondes radar à haute fréquence, tandis qu'une structure en nid d'abeille se charge des ondes à basse fréquence. Le premier avion furtif réellement opérationnel est le F-117 Nighthawk, un avion présentant une multitude de facettes. Ces facettes dispersent l'énergie radar dans toutes les directions. L'avion n'est pourtant pas totalement invisible. Une partie du faisceau électromagnétique est même renvoyée vers l'émetteur. Au sol, les opérateurs radars perçoivent alors un écho radar brillant, presque imperceptible, qui ne trahit pas la position précise de l'appareil. Indispensable pour permettre à un missile sol-air de se verrouiller. Les plus gros avions génèrent en principe les échos les plus importants. La forme reste pourtant très influente. Par exemple, un banal camion possède un profil radar nettement plus important qu'un Boeing 747 ou un bombardier B-52, en raison d'une silhouette qui unit essentiellement surface verticale et angle droit. Les bombardiers de conception récente, comme le B-1B, ont progressivement acquis des caractéristiques furtives, cette évolution atteignant des sommets avec la sortie du F-117, dont la signature radar équivaut à celle d'un oiseau. Le F-117 a révolutionné la guerre aérienne. Les cibles les mieux protégées sont sans défense face à cet appareil qui ne peut être détecté par les radars. Depuis 1983, date à laquelle il est devenu opérationnel, cet avion est devenu l'arme absolue de l'US Air Force. Baptisé Black Jet ou Stealth Fighter, chasseur furtif, le F-117 est la vedette incontestée de l'opération Tempête du désert. Passant à l'attaque, il détruit les cibles prioritaires à Bagdad et ailleurs, sans être détecté ni inquiété par les défenses irakiennes. Le F-117 est mis au point dans le plus grand secret au cours des années 70. À cette époque, le bureau d'études Lockheed conçoit un étrange appareil à facettes. Il a pour priorité de privilégier le caractère furtif, même si c'est au détriment de l'aérodynamisme et des grands principes de la conception aéronautique traditionnelle. Et non seulement cette révolution technologique est en marche, mais elle donne de surcroît d'excellents résultats. Il n'en faut pas plus pour que le programme F-117 soit immédiatement classé top secret. Il faut attendre 1988 et la diffusion de cette photo pour que le grand public découvre l'avion invisible. Au combat, le F-117 utilise deux systèmes infrarouges pour attaquer ses cibles. Devant le pare-brise est implantée la tourelle du système infrarouge de vision avant, FLIR, Forward Looking Infrared, utilisé pour acquérir et identifier les cibles. En approche, il est verrouillé. Le DLIR, Downward Looking Infrared, détecteur infrarouge de vision vers le bas, prend le relais. Un désignateur laser intégré éclaire la cible et guide les bombes du F-117 jusqu'à l'impact. Les bombes à guidage laser constituent l'armement principal du F-117. Ces bombes d'environ 900 kg sont d'une part les GBU-27, dotés de l'unité de guidage PVOE 3, et d'autre part les GBU-10, équipés du PVOE 2, plus ancien.
Quelques instants seulement avant l'attaque, les trappes de la soute d'armement libèrent le trapèze sur lequel sont fixées les bombes. Pour ne pas augmenter dangereusement le profil radar de l'avion, les trappes s'ouvrent et se referment très rapidement, aussitôt le largage opéré. Ces bombes à guidage laser sont coûteuses, mais leur précision est phénoménale. Au cours de la guerre du Golfe, elles ont permis au F-117 de quasiment faire mouche à tous les coups. Faisant appel à une technologie avancée, le bombardier Northrop Grumman B-2A Spirit est le plus gros avion furtif existant. Il est conçu pour des missions stratégiques à long rayon d'action. Mis au point 10 ans après le F-117, le B-2 possède bon nombre des caractéristiques furtives de son prédécesseur. Sous la silhouette d'une aile volante aux lignes douces, semblant bannir toute liaison anguleuse, il affiche pourtant des performances bien supérieures. Les États-Unis auraient pu mettre en service un bombardier furtif dès les années 50, si le projet de l'aile volante XB-49 avait été couronné de succès. De face, les lignes de cet appareil le rendaient très difficilement détectable par les radars. Il ne parvint pourtant jamais à supplanter les énormes bombardiers stratégiques de l'époque. Northrop dut presque attendre un demi-siècle pour imposer son concept d'aile volante. Coïncidence, le B-2 possède exactement la même envergure que son ancêtre. Construit en matériaux composites de pointe, le B-2 est recouvert d'une couche de RAM, Radar Absorbent Material, absorbant l'énergie électromagnétique. La forme en S des tuyères de moteur dissimule les éléments de compression qui, sans ce dispositif, formeraient des réflecteurs radars importants. Les échappements sont implantés au-dessus des ailes, à l'extérieur de la zone centrale du fuselage, pour masquer l'émission de chaleur aux détecteurs terrestres. Le B-2 est né de la guerre froide. Il a été conçu spécifiquement pour pénétrer les défenses soviétiques. Contrairement aux missiles stratégiques, il est suffisamment souple pour frapper les cibles mobiles, telles que les missiles balistiques intercontinentaux. Les qualités furtives du B-2 ne l'obligent pas à pénétrer l'espace aérien ennemi à haute altitude ou à grande vitesse. Il peut au contraire prendre tout son temps, un temps mis à profit par l'équipage, pour rechercher et identifier ses cibles mobiles en exploitant au maximum les informations émanant des satellites de reconnaissance. Le B-2 dispose d'une avionique et d'une électronique, notamment des systèmes de contre-mesure, d'une sophistication dont aucun appareil militaire n'avait pu profiter auparavant. Cette aile volante ne paraît pas gigantesque. Pourtant, son volume intérieur est tel qu'elle peut emporter une masse énorme d'armement et suffisamment de carburant pour assumer des missions intercontinentales. En ayant recours au ravitaillement en vol, cet avion peut frapper ses cibles partout dans le monde. L'armement réparti dans 2 soutes est constitué de bombes thermonucléaires à chute libre ou de missiles de croisière longue portée.
L'ACM-129, un missile de croisière très perfectionné, dispose lui-même d'une faible signature radar et infrarouge, à l'image d'autres systèmes d'armes qui équipent le B-2. L'équipage du B-2 est constitué de 2 hommes, auxquels peut se joindre un 3e. Le pilote est assis dans le siège de gauche. Le copilote chargé des systèmes d'armes et le navigateur prennent place à sa droite. L'absence de surface horizontale nécessite un contrôle fly-by-wire très évolué. La fin de la guerre froide a nettement réduit l'utilité d'un bombardier stratégique aussi sophistiqué. Seuls 20 appareils seront construits, un programme de 2 milliards de dollars. Après les succès du F-117 dans le Golfe, le B-2 devrait recevoir des bombes à guidage de précision pour assurer lui aussi des raids conventionnels. Jusqu'au milieu des années 80, les furtifs étaient surtout des bombardiers et des appareils d'attaque. Les choses ont changé avec le programme de l'US Air Force, destiné à doter les États-Unis d'un nouvel avion de combat, devant remplacer le F-15 Eagle dès le début du siècle prochain. Ce nouveau superchasseur doit posséder des avantages déterminants sur ses rivaux: vitesse, maniabilité et furtivité. Les capacités furtives de cet appareil devraient lui permettre d'identifier, d'attaquer et de détruire un grand nombre de cibles sans avoir été détecté. Mis au point par Northrop et McDonnell Douglas, le YF-23 était l'un des prétendants en lice. Il effectua son premier vol en août 1990. La conception du YF-23 tirait largement parti de l'expérience du B-2. Les 2 appareils ont en commun une forme souple et la même conception de l'intégration des éléments de structure. Mis à part la quille d'angle avant, l'avion ne comporte que 2 angles marqués qui se répètent sur toutes les surfaces. Cette caractéristique permet de réduire le profil radar du YF-23. Autre particularité de l'appareil, une énorme voilure arrière en V assurant le double rôle de queue horizontale et d'empennage vertical. Le YF-23 était un concurrent formidable. Ce n'est pourtant pas lui qui triompha dans cette compétition. En 1991, c'est le Lockheed Boeing YF-22 qui est choisi par l'US Air Force pour incarner la nouvelle génération de chasseurs de supériorité aérienne. L'expérience de Lockheed en matière d'avions furtifs s'avère déterminante. Le constructeur obtient le contrat. Même si le YF-22 semble plus conventionnel que le YF-23, sa conception intègre largement les caractéristiques furtives.
Le YF-22 est révolutionnaire. Il associe la souplesse du F-16 Fighting Falcon à des capacités furtives pratiquement équivalentes à celles du F-117. Ce super chasseur doit être propulsé par un nouveau moteur beaucoup plus puissant, lui permettant de dépasser Mach 1 sans avoir recours à la post-combustion. À ce niveau, la compétition entre les YF-23 et YF-22 fait rage. Le premier parvient sans la post-combustion à atteindre Mach 1,43. Le second pulvérisa ce record avec Mach 1,58. En termes d'autonomie opérationnelle, d'accélération transsonique et de maniabilité, le YF-22 dépasse et de loin ses concurrents directs, soviétiques ou européens. Il est conçu pour voler à une vitesse de croisière supersonique jusqu'à l'espace aérien ennemi, engageant la lutte hors de portée visuelle. Si nécessaire, sa maniabilité lui permet même de dominer ses adversaires en combat rapproché. Ses moteurs sont équipés de tuyères directionnelles à 2 dimensions. Contrairement aux chasseurs actuels, le YF-22 transporte son armement à l'intérieur du fuselage. 2 petites soutes abritent les missiles à courte portée Sidewinder, tandis qu'une grande soute intègre 4 missiles AMRAAM de portée intermédiaire. Elle peut également recevoir 2 missiles à guidage de précision JDAM, Joint Direct Attack Munition, pour assurer les missions d'attaque au sol. Il est prévu que le premier YF-22 de série prenne l'air à la fin de ce siècle et qu'il entre en service dans l'US Air Force quelques années plus tard. Les États-Unis disposeront alors d'un chasseur sans équivalent. Durant l'opération Tempête du désert, la coalition dut engager des centaines d'appareils d'attaque pour neutraliser les objectifs prioritaires. Ces avions étaient obligés de voler à grande vitesse et à basse altitude pour échapper aux défenses antiaériennes. Les pilotes concentraient beaucoup de leur attention sur l'artillerie et les missiles irakiens au détriment du but de leur mission. Ils étaient en général escortés par des chasseurs, des appareils de brouillage électronique et une flotte importante d'avions ravitailleurs. Bulldog, crush 03. Crush 03, go ahead. Pressure 3, airborne as flagged on the Delaware 120 at 10. Crush, stand by, unable to give you radar advisory. En comparaison, un seul chasseur furtif est capable d'attaquer les mêmes objectifs avec plus de précision en prenant moins de risques. Les avions furtifs n'ont en effet nul besoin de voler à basse altitude pour échapper aux radars. Ils disposent également de plus de temps pour identifier leurs objectifs et mener à bien leurs attaques. La mission d'un furtif peut nécessiter des jours de planification et de préparation. Une fois la mission planifiée, les spécialistes de l'armement entrent en scène pour harmoniser les types de bombes aux types de cibles. Ils se réservent le droit de modifier leurs options jusqu'à la dernière minute en fonction de l'évolution des données fournies par les services de renseignement. Dans les heures qui précèdent le décollage, les bombes sont ensuite chargées et activées.
La signature radar des chasseurs furtifs est vérifiée une dernière fois. Un seul petit détail peut doubler ou tripler la signature radar d'un F-117. Chaque élément doit être parfaitement en place. Les équipages étudient des clichés de leurs objectifs. En général, des photos satellites d'une totale actualité, fixant les points d'impact idéaux pour les bombes à guidage laser. Une seule bombe au bon endroit en vaut 100 qui manquent leur but. Les stratèges ont ouvert la voie de l'ère des frappes chirurgicales. Ils déterminent également la meilleure façon d'approcher un objectif. Bien que le F-117 soit le seul avion pouvant se payer le luxe de s'attarder au-dessus d'une cible, les pilotes planifient leur route en évitant soigneusement les sites de missiles sol-air et les bases aériennes regroupant les avions de chasse. Durant l'opération Tempête du désert, les F-117 effectuèrent la plupart du temps des missions nocturnes en solitaire. Ils étaient basés à Khamis, dans le sud-ouest de l'Arabie Saoudite. Pour attaquer en territoire irakien, ils devaient accomplir des missions qui duraient 5 ou 6 heures. Le ravitaillement en vol était indispensable. Le F-117 largue la première bombe sur l'Irak. Nous sommes là au déclenchement des hostilités.
Bagdad est illuminé. Visiblement, les Irakiens ne s'attendaient pas à notre arrivée. La première série de bombes que nous larguons vise leur réseau de communication. Pour eux, la surprise est totale. Mais à partir de ce moment-là, nos incursions au-dessus de Bagdad et des bases aériennes ont presque toutes provoqué une intense réaction de leur artillerie antiaérienne. Normalement, un appareil arrive sur un objectif, lâche ses bombes et essuie des tirs en repartant. Mais je pense que le fait de pouvoir évoluer sans être vu nous a permis d'éviter la majorité des tirs antiaériens. C'est en grande partie pour ça que nous n'avons jamais été touchés, pas même par une balle. Les résultats furent étonnants. Les F-117 avaient attaqué et détruit des objectifs stratégiques essentiels. La menace que représentait l'aviation irakienne ne se concrétisa jamais, ces appareils ayant été anéantis, même quand ils se trouvaient à l'intérieur de leurs abris renforcés, protégés par 2 mètres de béton. Les F-117 représentent environ 3% du nombre total des avions utilisés sur le théâtre des opérations. Pourtant, 40 à 45% des objectifs stratégiques ont été attaqués ou détruits par nos appareils au cours de cette guerre. Et même moi, j'ai été stupéfait de voir à quel point nous avons été efficaces au combat. Nous effectuons près de 2000 missions contre les objectifs les mieux défendus d'Irak et nos appareils se comportent merveilleusement. Non seulement nous attaquons nos objectifs avec précision, mais nos appareils s'en sortent sans une égratignure. Cette technologie fonctionne. Nos armements fonctionnent. Les pilotes éliminent des objectifs vraiment difficiles avec une précision époustouflante. Les avions furtifs font appel à une technologie qui ouvre une nouvelle ère. À l'image de la poudre à canon, de la mitrailleuse et de l'aviation elle-même, les avions furtifs mettent en œuvre un concept en passe de bouleverser une nouvelle fois l'art de la guerre. Avant l'avènement des chasseurs furtifs, les pilotes devaient focaliser une grande partie de leur attention sur leur propre survie. Dans un furtif, l'équipage peut se concentrer exclusivement sur sa mission, en lançant ses bombes avec une précision jamais atteinte.
Les événements ont montré que la technologie des avions furtifs était un multiplicateur de puissance. Cette technologie permet de s'approcher plus près d'un objectif sans risque d'être vu. Au fond, que ce soit en combat aérien ou en attaque au sol, le type qui peut se rapprocher le plus, le type qui peut toucher l'autre le premier est en général celui qui gagne. La technologie des avions furtifs a changé la stratégie des guerres du futur. Le fait de rendre les avions invisibles au radar a redonné l'avantage à l'attaquant, qui peut choisir de frapper où il veut, quand il veut. Les furtifs sont les avions de guerre du XXIe siècle.